Fermez les yeux et imaginez. Vous êtes coincé dans la cave d'un croque-mitaine psychotique et votre seul lien avec le monde extérieur est une ligne téléphonique hantée qui vous permet de parler à ses anciennes victimes. Le plus gros problème de ce gamin malchanceux était auparavant d'éviter les brutes à l'école. Mais maintenant, il va devoir déjouer un tueur en série très expérimenté et élaborer un plan d'évasion en utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, avec un peu d'aide venue de l'autre côté. Composez le S de survivre et je vous expliquerai les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'attrapeur dans Black Phone. Nous sommes en 1978 et c'est une belle journée pour un match de baseball dans la banlieue de Denver, Colorado. Mais cette tranche de vie américaine cache un secret mortel juste sous la surface. Un lanceur de petite taille. Finney prend place sur le terrain, c'est la fin de la 9e manche. Et Finn doit mettre ce batteur hors jeu pour assurer la victoire de l'équipe. Finney jette un coup d'œil à sa sœur avant d'effectuer son 3e lancer, que Bruce envoie hors du terrain pour un home run de dernière minute. Que la chance soit avec toi la prochaine fois, mon garçon. Pendant la poignée de main d'après-match, Bruce complimente gentiment son adversaire sur la précision de son geste de frappe. Un peu plus tard, il se promène à vélo dans les rues de la banlieue, souriant à ses groupies et s'amusant de manière générale, jusqu'au moment où il croise le chemin d'une effrayante camionnette noire. Dans sa cuisine, Finney prend son petit déjeuner. Son père, vêtu d'un uniforme de travail, s'assoit sur une chaise pour le rejoindre. Le père de Finney jette un coup d'œil par-dessus la page de son journal et il reproche à son fils de manger ses céréales trop bruyamment. À ce moment-là, sa sœur Gwen ouvre accidentellement le clapet de la boîte à pain avec fracas. Il semble que la dynamique du foyer soit un peu tendue. Sur le chemin de l'école, Finney et Gwen remarquent une affiche de disparition sur laquelle figure nul autre que Bruce Yamada. Bruce a disparu depuis le mois de juillet et Finney doute que la mémorable routine au baseball soit un jour retrouvée. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, ils tombent sur une bagarre entre deux gamins du quartier. Robin, vêtu d'un bandana, se bat contre un camarade de classe beaucoup plus grand que lui, Moose. Robin se révèle être un combattant agile et il élimine rapidement son adversaire. Malgré son avantage de taille, il martèle encore plus le pauvre Moose hébété, tandis que la foule d'enfants l'acclame. Mais Finney éloigne sa sœur de la scène violente. Ok, même si je déteste glorifier la violence des jeunes, je suis sûre que nous nous souvenons tous de l'excitation d'une bagarre de cours d'école. Si Moose veut tenir tête à son adversaire plus rapide et plus habile, il ne peut pas compter uniquement sur sa taille. Il devra se concentrer sur la technique pour monter une attaque efficace. Mais bon, nous sommes en 1978. Les arts martiaux mixtes sont encore à des décennies de notre époque. Si le style de Robin s'inspire clairement des coups rapides de Bruce Lee, Moose pourrait s'inspirer de l'âge d'or du catch professionnel. Avant la domination de la Fédération mondiale de lutte dans les années 80, le circuit de la lutte professionnelle se composait de petits territoires régionaux disséminés dans tout le pays, chacun possédant sa propre liste de stars et de champions. Dans les années 70, le Colorado était fermement ancré dans le territoire de l'American Wrestling Association. Ça signifie que Moose a peut-être pu voir à l'œuvre des légendes telles que Vern Gagne, Ray the Crippler Stevens et André the Giant en action. Plutôt que d'essayer de porter des coups à Robin, Moose devrait attirer son adversaire pour le faire s'agripper. Quel que soit le coup final qu'il choisira, l'essentiel est de rester à proximité pour réduire à néant l'avantage de la vitesse. Au lieu de ça, Moose se retrouve sur le dos, tandis que Robin prend un aller simple pour le cabinet du dentiste. Quant à Finney, il aurait pu apprendre une ou deux choses de cette bagarre. Il ne le sait peut-être pas encore, mais il va bientôt devoir livrer le combat de sa vie. Alors qu'il se dirige vers l'école, Gwen dit à son frère que Moose l'a bien cherché. Après tout, Finney s'est déjà fait battre par une brute. Ils poursuivent leur chemin tandis qu'une mystérieuse camionnette noire passe le coin de la rue derrière eux. En classe, Finney tripote une lampe de poche en forme de fusée Saturne V, tout en jetant des coups d'œil timides à une camarade de classe. La cloche sonne et il quitte la classe en courant. Quelqu'un l'appelle par son nom, mais il se précipite à travers la foule pour se réfugier dans les toilettes voisines. Paniqué, il se cache dans la cabine du fond, mais ça ne sert à rien. Ses poursuivants l'ont coincé, et il semble que Finney va encore se faire frapper. C'est alors que la porte des toilettes s'ouvre et que Robin vient laver le sang de ses articulations, suite à sa rencontre avec Moose. Robin engage la conversation avec Finney, et les futurs agresseurs s'en vont. Mais avant de partir, Robin les prévient de ne plus s'en prendre à Finn. Sinon, il dit à Finney qu'il doit commencer à se défendre.
et lui demande s'il est libre après l'école pour passer et qu'il l'aide à faire ses devoirs de maths. Finny accepte et il prévoit de se retrouver plus tard. Dans sa classe, Gwen est convoquée dans le bureau du principal. Deux détectives, Miller et Wright, sont là pour lui parler. Il semble que la sœur de Bruce, Amy, ait parlé aux autorités d'un rêve que Gwen a fait à propos de son frère. Dans ce rêve, Bruce était amené par quelqu'un dans une camionnette remplie de ballons noirs. Il se trouve que des ballons noirs ont été retrouvés sur la scène du crime, ainsi que sur le site d'un autre enlèvement. Ces détails n'ont jamais été rendus publics, et les inspecteurs pensent que Gwen en sait peut-être plus sur ces crimes qu'elle ne le laisse entendre. Après être parvenue à lui en faire dire davantage, Gwen confie aux enquêteurs que ses rêves sont parfois plus que de simples rêves. Plus tard dans la nuit, le père de l'enfant s'est évanoui dans son fauteuil, des bouteilles de bière éparpillées autour de lui. Finny se sert un bol de glace et s'endort devant la télévision en regardant un film d'horreur. Il se réveille le matin en entendant son père infliger à sa sœur un châtiment corporel typique des années 70. Le père a entendu parler de la visite de la police et il n'est pas très content. Il demande à Gwen d'avouer ce qu'elle sait de l'enquête, mais surtout, il exige que la petite fille ne soit pas comme sa mère. Elle n'entend pas et ne voit pas des choses qui n'existent pas, ok? Ses rêves ne sont que des rêves. Gwen en larmes finit par accepter, tandis que son frère, incapable de défendre sa sœur, se met en colère à l'autre bout de la pièce. Quelque part à l'autre bout de la ville, Robin se pavane avec assurance dans ce qui ressemble à une ruelle derrière un centre commercial. Il tombe sur une camionnette noire dont le conducteur sort pour lui faire face. Plus tard dans la nuit, des appels sont lancés dans toute la ville pour signaler la disparition de Robin. Alors que les adultes forment une équipe de recherche, Gwen console Finny de la perte de son amie. Il demande à sa sœur si elle peut faire un rêve, et elle fait appel aux cieux pour avoir une vision qui pourrait l'aider. Mais sa prière est interrompue quand son père rentre à la maison et lui dit qu'il est temps d'aller au lit. Le lendemain matin, les détectives Miller et Wright sont de retour avec d'autres questions pour Gwen, au grand désarroi de son père. Pendant ce temps, sans Robin pour le protéger, Finny est poursuivie par les brutes avant que Gwen ne vienne à la rescousse, frappant un des garçons avec une pierre avant de se faire corriger à son tour. Gwen n'étant plus en état de l'aider, Finny se retrouve à subir le plus gros de la violence. Ok, c'est reparti. Grandir dans les années 70, ça craignait sérieux. Il y a 3 brutes pour chaque gamin. Et si c'est pas eux qui te corrigent, papa t'attend à la maison avec la ceinture. Je veux dire, Gwen a fait un effort vaillant contre ces abrutis, ce qui est plus que ce qu'on peut dire de son frère. Mais même si elle a raté le coche, Gwen a égalisé les chances, puisque là, vous étiez à 2 contre 2. C'était le moment idéal pour Finny de se mêler à la bataille, ou de continuer à rester couché comme un bébé sans défense. Allez, petit gars, ne laisse pas ce petit con donner un coup de pied à ta petite sœur. Lève-toi et bats-toi, ok? Si le combat n'est pas une option, quelqu'un a-t-il envisagé d'appeler à l'aide? D'après ce qu'on peut voir, cette bagarre a lieu dans la cour de quelqu'un. Avec les récents enlèvements qui ont fait la une des journaux, il est raisonnable de penser qu'un adulte se trouvant à proximité serait alarmé par le bruit d'un enfant en danger. Mais d'un autre côté, il semble que les adultes de cette ville ne soient pas les plus prévenants qui soient. C'est peut-être pour cette raison que l'attrapeur a transformé la zone en son propre terrain de jeu. Enfin, je sais pas. Plus tard dans la journée, Finny, meurtrie, doit choisir un binôme de laboratoire pour le cours de sciences. Il se met avec Donna, la fille qu'il fixait la veille. Donna compatit avec lui à sa récente altercation avec les brutes, et elle félicite sa sœur d'avoir eu le cran de les arrêter. Sur le chemin du retour, Gwen taquine son frère pour avoir craqué sur Donna, avant de partir passer la nuit chez une copine. Finny poursuit seul son chemin vers la maison. En route, il croise une camionnette noire avec les mots « Abracadabra Entertainment » griffonnés sur le côté. Tout à coup, un homme coiffé d'un haut de forme noir sort en titubant de derrière la camionnette, renversant le contenu d'un sac de provisions sur le trottoir. L'homme se présente comme un magicien amateur et il propose à Finn de lui montrer un tour. À ce moment-là, il aperçoit les ballons noirs à l'arrière de la camionnette et il lutte pour sa vie alors que le célèbre attrapeur fait honneur à son nom. Finny parvient à poignarder le bras de l'agresseur avec sa fidèle lampe de poche fusée. Mais après une dose d'un mystérieux spray, c'est l'extinction des feux aussitôt qu'il l'enferme à l'arrière du véhicule. L'attrapeur jette Finny sur un matelas nu alors que les effets du spray commencent déjà à se dissiper. Il a été emmené dans une pièce vide avec une seule porte métallique qui s'ouvre sur une volée de marche. L'attrapeur porte maintenant une sorte de masque de diable effrayant et il se plaint de la blessure que Finny lui a faite au bras. Mais son humeur se calme rapidement.
et il rassure le garçon en lui disant qu'il ne lui veut aucun mal. Il donne sa parole qu'il ne se passera rien de grave ici, et il propose d'apporter un soda à Finny. L'attrapeur s'en va ensuite en refermant et en verrouillant la lourde porte métallique derrière lui. Finn tient toujours la fusée ensanglantée dans ses mains, et il se lève du matelas pour jeter un coup d'œil autour de lui. Après avoir vérifié la porte verrouillée, il trouve une lampe suspendue dans un coin de la pièce. Celle-ci révèle une alcôve avec des toilettes, et ce qui semble être quelques rouleaux de moquette. À part ça, la pièce est vide, à l'exception d'un téléphone noir à cadran accroché au mur du fond. Finny décroche le combiné, mais il n'y a pas de tonalité. La ligne téléphonique a été coupée, ce qui signifie qu'il n'appellera pas d'aide de sitôt. Épuisé par cette épreuve, il s'allonge sur le matelas et ferme les yeux. Ok, Finny n'est peut-être pas un grand combattant, mais il n'est certainement pas non plus l'enfant le plus observateur du monde. Dès le début, il a manqué plusieurs signaux d'alarme évidents qui auraient pu le libérer des griffes de l'attrapeur. Personne ne t'a jamais dit de ne pas parler aux inconnus. Tu es en train de marcher et ce type bizarre au visage étrangement pâle surgit de derrière une camionnette. Il valait mieux garder ses distances que de regarder ce qui se passe, surtout quand autant de ses camarades de classe ont déjà disparu. Finny devrait être en alerte pour tout ce qui sort de l'ordinaire. En toute franchise, la seule vue de la camionnette aurait dû suffire à le faire aller à l'autre bout de la rue, sans parler de rester dans les parages pour voir quel tour cet étranger sinistre a dans sa manche. Mais le plus grand signal d'alarme était peut-être les ballons noirs qu'il a vus à l'arrière de la camionnette. Bon, il est possible que Gwen n'ait pas parlé à son frère de son rêve liant ces ballons à la disparition des autres garçons. Mais d'après sa réaction, il semble que Finny ait une idée de leur signification. Plutôt que de se pencher pour les voir de plus près, il aurait dû se tirer de là dès qu'il a aperçu ces trucs. Dès qu'il a été confiné au sous-sol, Finny aurait dû chercher autour de lui ce qu'il pourrait utiliser pour se défendre. Et comme par hasard, l'attrapeur lui a fait un cadeau incroyable, un véritable égalisateur des chances dans le domaine des armes improvisées. Le couvercle du réservoir des toilettes. Il lui suffit d'attendre à côté de la porte que son ravisseur revienne, et dès que la porte s'ouvrira, il devra soulever le lourd couvercle de porcelaine et l'abattre avec force sur la caboche de l'attrapeur. Ça devrait suffire à l'assommer, ou au moins à l'étourdir suffisamment longtemps pour pouvoir lui asséner d'autres coups et le mettre hors d'état de nuire. Mais l'attrapeur ne le verrait-il pas en train de l'attendre? Pas avec ce masque stupide qui obscurcit sa vision périphérique. Malheureusement, la seule chose qui empêche Finny de lancer une attaque réussie, c'est lui-même. Il a montré à maintes reprises qu'il ne pouvait ou ne voulait pas se battre. Donc, s'il veut survivre à ça, il va devoir trouver un autre moyen. Chez son ami, Gwen reçoit un appel de son père. Il demande des nouvelles de Finn, qui n'a pas été vue depuis la fin des courses ce jour-là. Cette nouvelle affole Gwen qui se met à courir pour rentrer chez elle. Dès qu'elle est arrivée, elle trouve la rue remplie de voitures de police et les deux détectives qu'elle connaît déjà sont en train de parler à son père. Gwen, désemparée, se tourne vers la prière, mais elle est vite distraite par la sonnerie d'un téléphone. Dans sa cellule improvisée, Finny entend également la sonnerie. Il se lève du matelas et réessaie le téléphone. Mais l'attrapeur, qui l'observe depuis l'ombre, lui dit aussitôt que ça ne marchera pas. L'attrapeur promet qu'il ramènera bientôt Finny chez lui. Mais en attendant, il y a quelque chose ou quelqu'un à l'étage qui requiert son attention. Finn se demande s'il s'agit de la police, et il négocie avec le criminel pour qu'il le laisse partir. Il menace de crier, ce qui alerterait toute personne à l'extérieur qui pourrait le chercher. L'attrapeur lui assure que ce serait inutile, vu qu'il se trouve dans une pièce insonorisée. Il dit à Finny de raccrocher le téléphone, ajoutant qu'il l'a déjà entendu sonner alors que la ligne était coupée, un phénomène qu'il met sur le compte de l'électricité statique. Finny s'exécute alors, et l'attrapeur retourne à l'étage en fermant la porte derrière lui. Son ravisseur parti, Finny décide de tester l'insonorisation. Il crie au secours à plein poumon, mais comme l'avait assuré l'attrapeur, ses appels au secours ne sont pas entendus. Il tente ensuite de sauter pour s'agripper à une fenêtre grillagée qui, certes bloquée, donne sur le rez-de-chaussée. Mais elle est trop haute pour qu'il l'atteigne. Il se rend compte qu'il est loin d'être la première victime à être détenue dans cette pièce. Si quelqu'un avait pu atteindre la fenêtre et arracher les barreaux, il l'aurait certainement déjà fait avant. Il s'assoit et commence à prendre conscience de la réalité de la situation. À ce moment-là, le téléphone se met à sonner. Finny répond, mais il n'y a personne à l'autre bout du fil. Il est perplexe, mais il raccroche et se rendort.
De son point d'observation sur le matelas, Finny regarde le téléphone d'un œil trouble. Il est bientôt réveillé en sursaut quand l'attrapeur qu'il observe depuis l'autre côté de la pièce se met à lui parler. Finny dit qu'il a faim et il demande à manger. Mais l'attrapeur refuse et le laisse seul. Alors il dort, jusqu'à ce que le téléphone sonne à nouveau. Finny répond à nouveau à l'appel, mais cette fois, il entend une voix à l'autre bout du fil. On dirait un enfant de son âge, mais quand Finn lui demande son nom, l'interlocuteur répond qu'il ne s'en souvient pas. Il se souvient avoir rencontré Finny une fois, et il lui dit que son bras était cassé. Finny se rend compte qu'il parle à Bruce Yamada, qu'il appelle d'outre-tombe par une sorte d'énergie surnaturelle liée à ce téléphone. Bruce dit à Finny que l'attrapeur peut lui aussi entendre le téléphone sonner, mais qu'il ne veut simplement pas y croire. Il avertit aussi qu'il y a des carreaux de sol mal fixés qu'il a découverts dans la pièce quand il y était lui-même piégé. Il conseille vivement à Finn d'enlever les carreaux et de creuser un trou sous les fondations. S'il parvient à creuser jusqu'à l'autre côté à temps, il pourra peut-être s'échapper. La ligne se coupe alors et Finny raccroche le téléphone. Et comme Bruce le lui avait décrit, il trouve bel et bien les carreaux détachés dans le couloir qui mène aux toilettes. Alors, il commence à creuser à main nue, jetant la terre dans les toilettes une poignée à la fois pour cacher les preuves. Pendant ce temps, Gwen fait un autre de ses rêves étranges. Elle a des visions de Bruce avec sa famille, et voit l'attrapeur qui l'enlève de la même manière que son frère. Elle voit ensuite qui frappe à la porte d'entrée verrouillée d'une maison de banlieue typique en criant à l'aide. Convaincue que sa vision lui a montré un indice sur l'endroit où se trouve son frère, elle enfourche rapidement son vélo et part à la recherche de la maison qu'elle a vue dans son rêve. Après avoir creusé un trou assez important dans le sol, Finny couvre sa progression avec un des rouleaux de moquette avant de s'effondrer sur le matelas, épuisé. L'attrapeur revient le lendemain matin pour déposer un plateau de petit déjeuner et le soda tant attendu qu'il lui avait promis auparavant. Finny n'est pas convaincu quant à la nourriture, mais il est certain d'une chose. L'attrapeur a oublié de fermer la porte derrière lui. Mais au moment où il commence à l'ouvrir, le téléphone sonne à nouveau. Finny répond à l'appel, et une voix à l'autre bout du fil l'avertit de ne pas monter à l'étage. Apparemment, l'attrapeur a fait exprès de laisser la porte ouverte dans le cadre de son jeu malsain. Comme Bruce, ce nouvel interlocuteur n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Il se souvient uniquement d'avoir livré des journaux, et demande à Finn de l'appeler le Camelot. Le livreur de journaux l'avertit que l'attrapeur l'attend à l'étage et qu'il n'y a rien de bon à s'aventurer là-haut. Finny se concentre alors sur le plateau de nourriture et après avoir terminé son repas, il reçoit un autre appel du livreur qui lui dit qu'il y a un long câble caché le long de la fente où le mur rencontre le sol. Ce fil pourrait peut-être l'aider à s'échapper. À l'école, Gwen s'endort sur la table. Sa prof lui dit d'aller s'allonger dans le bureau de l'infirmière. C'est là qu'elle a une nouvelle vision. Cette fois, elle voit un garçon en train d'empaqueter des journaux en vue de leur livraison à vélo. Sur sa route, le garçon est accompagné d'un Golden Retriever, seul témoin de son enlèvement. Tout à coup, elle voit l'attrapeur devant une maison avec des ballons noirs. Réveillée en sursaut par ce qu'elle a vu, elle s'enfuit du bureau de l'infirmière. Pendant ce temps, Finny trouve le long fil exactement à l'endroit indiqué par le camelot. Il essaie de le passer autour de la grille de la fenêtre comme un lasso, mais il ne parvient pas à le diriger correctement. Alors qu'il a perdu tout espoir, il se souvient des rouleaux de moquette. Il place le rouleau le plus long près de la fenêtre et s'en sert comme guide pour faire passer le fil entre les barreaux. Une fois le câble fixé, Finn parvient à grimper jusqu'à la fenêtre. Mais la grille qu'il retient cède et il s'écrase sur le sol. Ok, on progresse un peu. Même s'il ne peut pas atteindre la fenêtre pour sortir, le fait de retirer la grille devrait rapprocher Finny de la liberté. Le reste du sous-sol est peut-être renforcé et insonorisé, mais il est clair que cette fenêtre n'est qu'une vitre ordinaire. Une fois les barres métalliques enlevées, il devrait pouvoir briser la vitre assez facilement en lançant un objet à travers la vitre, comme la bouteille de soda. Une fois que la vitre sera brisée, l'avantage de l'insonorisation disparaîtra littéralement, et Finny pourra crier à l'aide. S'il a de la chance, un passant pourrait entendre ses cris et alerter les autorités, ou peut-être même la personne à l'étage de l'attrapeur dont il a été question précédemment. Bref, il sera entendu et la personne pourrait enquêter. Sinon, la bouteille elle-même pourrait être transformée en une arme très correcte. Il suffit de casser l'extrémité et Finny se retrouvera avec un bon vieux tesson de bar. Il a déjà réussi à couper l'attrapeur une fois avec sa fusée jouet quand il était dans un état de panique totale. Avec les idées claires et un outil bien plus tranchant, il pourrait probablement causer de sérieux dégâts.
Peut-être que, quand l'attrapeur reviendra le voir, Finny pourra lui faire le vieux truc de « je suis tellement malade », doublé de larmes improvisées dissimulées. Et quand cette ordure s'approchera suffisamment, il pourra le frapper et ne pas lâcher le morceau jusqu'à ce qu'il ait fini le travail. Dans le meilleur des cas, il pourrait bien porter un coup à une artère principale et l'attrapeur se videra alors de son sang en quelques secondes. Au minimum, il aura besoin de soins médicaux professionnels, ce qui devrait soulever des questions quant à l'origine de ses blessures. Si l'arrivée aux urgences d'un cinglé lacéré de partout dans une camionnette noire ne déclenche pas 1 ou 2 signaux d'alarme, alors rien ne le fera. En supposant qu'il ne soit toujours pas prêt à se battre, Finny pourrait donner une dernière chance à sa stratégie d'escalade. Tout d'abord, il devrait empiler tous les rouleaux de moquette devant la fenêtre, en se tenant debout sur ceux-ci pour améliorer sa propre portée. Il pourrait ensuite essayer d'attraper quelque chose à l'extérieur avec le long câble pour créer une ligne de vie, comme par exemple un compteur de gaz ou même un arbuste solide sur le côté de la maison. Il pourrait ainsi disposer de tout le levier nécessaire pour pouvoir se hisser vers la sécurité. À la maison, Gwen décide de risquer la colère de son père en abordant le sujet de ses rêves. Ce dernier lui explique que sa mère avait le don de voir et d'entendre des choses, jusqu'à ce que ses visions la conduisent à la folie. Apparemment, ce don a été transmis aux enfants, et s'il est si strict, c'est parce qu'il a peur qu'ils subissent tous les deux le même sort. Malgré ce qu'il en pense, il accepte de conduire Gwen dans le quartier à la recherche de la maison qu'elle a vue dans son rêve. Ailleurs, les inspecteurs sont à la recherche de pistes. Ils frappent à la porte d'un homme nommé Max, à l'air nerveux, qui les accueille à l'intérieur pour discuter de l'affaire. Max a ses propres théories sur l'attrapeur, exposées en détail sur les cartes, les coupures de presse et les autres éléments de preuve disposés sur les tableaux d'affichage de son salon. Grâce à son enquête, il pense même avoir circonscrit une zone possible où l'attrapeur pourrait se cacher. Inquiet de son intérêt pour l'affaire, les policiers demandent à Max s'il vit dans le coin depuis longtemps. Il leur répond qu'il est juste de passage en ville, en visite chez son frère, et il continue à exposer des théories aux officiers indifférents qui sont convaincus que ce n'est qu'un barjot inoffensif. Trop occupés, les inspecteurs laissent Max poursuivre son enquête amateur, sans se rendre compte que Finny est en fait détenu au sous-sol. Ce soir-là, l'attrapeur revient avec un autre plateau de nourriture. Il taquine sa victime en lui offrant la liberté avant de jeter le plateau par terre et de remonter à l'étage. Finny constate que la porte est à nouveau déverrouillée. Le téléphone sonne soudain, mais cette fois-ci, personne ne répond à l'autre bout du fil. À l'étage dans la cuisine, l'attrapeur attend patiemment pour pouvoir punir Finny s'il ose s'aventurer par la porte déverrouillée. Le cinglé s'assoupit sur sa chaise, tandis que Finny racle son repas sur le sol. Plus tard, Finny est contactée par une autre des anciennes victimes de l'attrapeur, qui l'informe que leur ravisseur perd le sommeil ces derniers temps. Il semble qu'il soit nerveux à l'idée que son invité imprévu, son frère, commence à avoir des soupçons sur ses activités. Ce dernier prévient Finny qu'il n'a plus beaucoup de temps. L'attrapeur s'est endormi en l'attendant, et c'est sa chance de pouvoir s'échapper. Mais il y a un problème. La porte d'entrée est protégée par un cadenas à combinaison qui se trouve être le vieux cadenas de vélo de ce même garçon. Il ne parvient pas à se souvenir de la combinaison, mais il sait qu'il l'a écrite sur le mur pendant sa captivité. Finny trouve les chiffres, mais ils sont trop espacés pour discerner la bonne combinaison, alors il semble qu'il va devoir les essayer toutes, sans réveiller l'attrapeur. Finny se faufile dans l'escalier et passe devant son geôlier qui roupille jusqu'à atteindre la porte d'entrée. Comme promis, il trouve le cadenas et commence à chercher les combinaisons possibles. Après quelques instants de tension, il tombe sur la bonne combinaison et le cadenas s'ouvre avec un clic sonore. Mais ça alerte le chien de l'attrapeur qui se trouvait dans la pièce voisine et dont les aboiements réveillent le kidnappeur endormi. Finny réussit à parcourir la moitié du pâté de maison avant d'être rattrapé par la camionnette noire. Il essaie de crier à l'aide, mais l'attrapeur le plaque au sol. Peu de temps après, il est à nouveau maîtrisé et renvoyé en captivité dans le sous-sol du kidnappeur. Ok, tu parles d'une occasion ratée. Se glisser hors de la maison était la partie la plus difficile. Et maintenant, tu la gâches en sprintant frénétiquement dans la rue. Fini, mon pote, les grands espaces ne sont pas tes amis. Du moins, pas si tu veux rester libre et éviter qu'ils ne te rattrapent. Pour te ramener chez lui sans se faire repérer, l'attrapeur a été obligé de sauter dans sa camionnette. Tu veux que je te donne un bon moyen d'éviter les véhicules en mouvement? Reste à l'écart des routes principales. La clé, c'est de couper à travers les jardins des voisins au lieu de courir tout droit sur le trottoir. Essaie de zigzaguer derrière les maisons et dans les cours latérales en changeant de direction toutes les 2 rues.
En suivant un itinéraire de fuite non linéaire, il est difficile d'imaginer que l'attrapeur puisse te retrouver, et encore moins te rattraper. Une fois que tu auras pris suffisamment de distance, trouve une maison qui inspire confiance et frappe à la porte jusqu'à ce que les secours arrivent, ou trouve simplement un endroit où te cacher jusqu'au matin, moment où l'attrapeur abandonnera sûrement la poursuite. Maintenant, se cacher dans un hangar qui n'est pas verrouillé ou sous un porche pourrait effectivement te fournir toute la protection dont tu auras besoin pour passer la nuit. Mais peut-être y avait-il aussi un moyen de sortir de ce cauchemar sans quitter la maison après tout. Il est risqué d'essayer d'ouvrir le cadenas sans connaître la combinaison exacte, et c'est d'ailleurs le bruit du mécanisme qui s'ouvre qui a fini par réveiller l'attrapeur. Sur le chemin vers la porte, Finny est passé à côté d'un téléphone dans le salon. Maintenant, au milieu des années 70, le fameux système évolué du 911 avait déjà été normalisé. Ça comprend les fonctions que nous connaissons aujourd'hui, telles que la localisation automatique et l'identification du numéro. En théorie, Finny aurait simplement pu composer le 911, laisser le téléphone décroché et trouver une cachette convenable quelque part dans le salon pour attendre les autorités, comme par exemple derrière le canapé. Pendant ce temps, l'attrapeur aurait simplement continué sa petite sieste sans être dérangé, jusqu'à ce que la police se pointe pour vérifier l'appel. Et rien ne serait venu gâcher son sommeil. Sitôt qu'il serait arrivé sur les lieux, les policiers auraient eu une vue dégagée sur lui, assis avec son masque bizarre. Et au moment où il aurait retiré le cadenas à combinaison et qu'il aurait ouvert la porte, il y a de fortes chances qu'ils auraient déjà dégainé leur flingue. Même si l'attrapeur avait alors décidé de s'enfuir, il est probable que Finny en aurait déjà fait assez pour garantir son évasion. Que les policiers forcent la porte ou que son ravisseur l'ouvre délibérément, tout ce qu'il avait à faire, c'est de se faire connaître, et l'attrapeur aurait été attrapé. Le lendemain matin, Finny, exaspéré, se réveille au son de la sonnerie du téléphone. Il est frustré, et c'est compréhensible, parce que les conseils qu'il a reçus des autres victimes l'appelant depuis l'autre côté n'ont guère contribué à améliorer sa situation. Cette fois, la voix qui répond est clairement plus combative que les interlocuteurs précédents. Il s'agit de Vance Hopper, le joueur de flipper mentionné plus tôt et l'ancien élève le plus brutal de l'école. Hopper prévient Finny que c'est son dernier jour. S'il veut déjouer l'attrapeur, il va devoir agir maintenant. Vance se souvient d'une époque où il avait brutalisé 2 jeunes dans une supérette parce qu'il l'avait dérangé dans sa partie de flipper. Si quelqu'un d'aussi coriace a pu tomber sous les coups de l'attrapeur, quelles sont les chances de Finny? D'une manière ou d'une autre, Gwen a également exploité ses dons surnaturels et est entrée dans le rêve de Vance. Dans cette vision, elle le voit graver un chiffre sur le bras d'une de ses victimes à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt. 7741. Quand la police arrive pour emmener Vance, Gwen le rejoint sur la banquette arrière de la voiture de patrouille. Le trajet se termine devant la même maison en briques que dans son précédent rêve. Cette fois-ci, les numéros de la maison lui apparaissent très clairement. 7741. Gwen se réveille en sursaut dans la baignoire et commence à assimiler cette nouvelle information. Dans le sous-sol, Vance explique à Finny le nouveau plan. Dans l'alcôve où se trouvent les toilettes, il y a un mur avec une prise électrique. De l'autre côté du mur se trouve une pièce de stockage. Vance a réussi à percer ce mur pendant sa captivité dans le sous-sol, mais il a remarqué que le chemin était bloqué par un grand congélateur vertical. Si Finn parvient à franchir le mur, il pourra exposer un panneau à l'arrière du congélateur, le dévisser et ramper à travers l'appareil jusqu'à la salle de stockage. Après un dernier coup de gueule de l'ancien tyran, Finny se met au travail et met son plan à exécution. Il utilise le couvercle des toilettes de façon à percer le mur, et il trouve effectivement le panneau du congélateur. Il détache ensuite des pièces des toilettes et utilise une rondelle comme tournevis de fortune pour retirer les boulons qui maintiennent le panneau fermé. À l'intérieur du congélateur, Finny tombe sur une multitude de morceaux de viande congelée, mais il ne parvient pas à forcer les portes pour s'échapper. Ok, est-ce que quelqu'un vient te parler de prise électrique ? Finny, mon garçon, fais tes valises parce que tu vas pouvoir sortir d'ici. D'abord, prends le fil de tout à l'heure et enlève le revêtement protecteur des 2 extrémités pour exposer le noyau métallique. Ensuite, dévisse la conduite d'eau derrière les toilettes pour que l'eau commence à inonder la pièce. Bon, on ne veut pas qu'elle s'échappe par le trou que tu as déjà creusé un peu plus tôt. Donc, utilise un des rouleaux de moquette, le plus robuste, pour détourner l'eau de cette zone. Maintenant, en supposant qu'il y a un débit moyen de 8 litres par minute comme dans les installations domestiques classiques, il devrait y avoir assez d'eau pour couvrir la majeure partie du sol du sous-sol en 1 heure au maximum.
Selon la durée de l'absence de l'attrapeur, il pourrait même y avoir une accumulation de plusieurs centimètres. L'étape suivante de ce plan implique de passer un certain temps dans le congélateur que tu viens d'ouvrir. Rends-le le plus confortable possible en tapissant l'intérieur d'un autre morceau de moquette. S'il a laissé traîner autant de choses, autant les utiliser à bon escient. Du haut de ce perchoir frigorifique, tu seras fin prêt pour mettre la dernière touche à ton piège. Place une extrémité du fil dans l'eau qui s'est accumulée en bas et attends de bien entendre l'attrapeur quand il entrera dans la pièce. Dès qu'il posera le pied sur le sol trempé, coince l'autre extrémité du fil dans la prise située en dessous de toi, en faisant bien attention de ne manipuler que la partie encore couverte par le revêtement de protection. Tu seras à l'abri dans le congélateur pendant que l'attrapeur, lui, chevauchera la foudre jusqu'en enfer. Maintenant, il y a de fortes chances que cette petite manœuvre déclenche le disjoncteur. Le timing est donc primordial. Une fois que l'attrapeur sera bien grillé, dégage le fil de la prise à coups de pied juste pour être bien sûr et sors d'ici. Bien sûr, tout ça est très théorique. Et vu que Finny n'a déjà pas eu le courage de se défendre contre des brutes, qui sait s'il aura le cran de faire joujou avec des câbles alimentés en courant électrique? Non, s'il veut s'en sortir, il lui faudra plus qu'un piège élaboré. Il devra trouver un moyen de faire appel à tout ce qu'il a de bravoure en lui. Et il a intérêt à le faire rapidement, parce que l'attrapeur a presque fini de jouer avec lui. Épuisé et abattu, Finny s'effondre lorsque le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est son vieux copain Robin. Il dit à Finny de sécher ses larmes. Il est avec lui et ne le laissera pas tomber. Il assure à son ami qu'il ne connaîtra pas le même sort que les autres victimes de l'attrapeur. C'est aujourd'hui le jour où il va enfin se défendre. Robin dit à Finn d'utiliser le téléphone comme une arme. S'il le remplit de terre, il pourrait être assez lourd pour faire des dégâts. Il donne à Finny un certain nombre de parades rapides de pied pour l'aider dans son attaque, espérant ainsi lui fournir la stratégie dont il aura besoin pour battre l'attrapeur à 1 contre 1. Robin lui dit d'utiliser tous les conseils qu'ils lui ont partagés, et il lui donne un dernier mot d'adieu. À partir de maintenant, Finn est livré à lui-même. Il prend le combiné et le remplit de terre selon les instructions de Robin. Du côté de la recherche de la maison qu'elle a vue en rêve, Gwen roule à vélo dans les rues pluvieuses de la banlieue quand tout à coup, elle se retrouve nez à nez avec les apparitions des garçons disparus, ce qui lui fait perdre le contrôle et chuter. Quand elle se relève, elle se rend compte qu'elle est juste devant la maison qu'elle cherchait, et elle se précipite chez elle pour alerter les autorités. Le temps de Finny est presque écoulé. L'attrapeur se procure quelques fournitures pour les dernières étapes de son jeu tordu, tandis que Max, le frangin, est toujours penché sur ses preuves dans le salon. De l'autre côté de la ville, les détectives entrent en action après avoir reçu l'appel de Gwen. Au même moment, Max commence à rassembler les pièces du puzzle. La maison de son frère se trouve exactement dans le rayon qu'il avait établi en ce qui concerne la cachette de l'attrapeur. La réponse n'aurait-elle pas été sous son nez depuis le début? Alors que les lumières s'allument au sous-sol, Finny prépare son arme pour le combat. Mais au lieu de l'attrapeur, c'est Max, incrédule, qui franchit le seuil de la porte. Max promet d'aller chercher de l'aide, mais un coup de hache à la tête met rapidement fin à son entreprise. L'attrapeur est rentré plus tôt que prévu, et il n'a pas l'air content de voir Finny. À l'extérieur, la police arrive sur les lieux où Gwen les attend. Elle leur indique la maison et il frappe à la porte, arme au poing. Il pénètre par l'entrée, mais l'endroit semble totalement vide. L'attrapeur et Finny ne sont pas là. Dans le sous-sol, l'attrapeur récupère sa hache dans le crâne de son frère et appelle son énorme chien en bas pour qu'il monte la garde devant la porte, pendant que lui se prépare à achever sa dernière victime. Il assène un coup de hache, mais Finny s'esquive à la dernière seconde et il court se réfugier dans le couloir qui mène aux toilettes. L'attrapeur se lance à sa poursuite, mais Finny a tendu un bout de câble en travers du passage pour le faire trébucher, et il tombe dans le trou recouvert de moquettes qu'il avait creusé dans le sol. C'est finalement là que Finny avait pris soin de cacher la grille de la fenêtre, ce qui fait que la cheville de l'attrapeur se brise lors de l'impact avec la partie métallique. Finny saisit l'occasion de s'acharner sur son assaillant avec le combiné, profitant au maximum des instructions de combat de Robin. Il porte quelques coups puissants avant d'arracher le masque du visage du psychopathe. Alors que l'attrapeur se met dans tous ses états après avoir perdu son bouclier psychologique, Finny enroule le cordon du téléphone autour de son cou pour finir le travail. À ce moment-là, le téléphone sonne une dernière fois.
Le tueur est nargué d'outre-tombe par ses anciennes victimes, et Finny lui donne alors le coup de grâce en lui brisant la nuque. Ok, enfin ce salaud a ce qu'il mérite. Pour un croque-mitaine, il avait vraiment beaucoup de lacunes dans son art depuis le début. C'était presque comme s'il voulait se faire prendre. Alors, cher attrapeur, tu as merdé. Commençons par ton choix de véhicule. Une camionnette noire est déjà le plus voyant des véhicules qu'un kidnappeur puisse conduire. Mais alors, apposer le logo de ta société de magie amateur sur le côté, c'est juste un message qui dit « Je suis en contact étroit avec les gosses des autres. Notice me, senpai ». Non mais franchement, tu aurais aussi bien pu attacher une énorme enseigne au néon avec les mots « garçon » à l'intérieur au-dessus de ta caisse. Ensuite, la tendance à enlever tes victimes en plein jour et à la vue de tous témoigne d'un sérieux manque de bon sens. Le fait que tu n'aies pas été pris en flagrant délit un nombre incalculable de fois n'est rien d'autre que de la chance. C'est aussi exactement le niveau de prévenance que j'attendrais d'un type qui laisse son frère cocaïnomane s'installer à l'endroit où il cache des gamins qu'il a kidnappés. Sans parler du fait de laisser Max seul dans la maison pendant des heures avec la porte menant au sous-sol non verrouillée. Et s'il était entré dans la cuisine pour prendre sa collation de minuit et qu'il avait trouvé ton cul de taré assis là, torse nu avec ce masque idiot? J'aurais bien voulu t'entendre lui expliquer ça. En parlant de masque, je suppose qu'il s'agit d'une sorte de barrière de sécurité tordue qui te permet d'exprimer tes pulsions les plus sombres tout en te protégeant de l'horreur de tes actes. Vu la façon dont t'as flippé quand Finlett l'a enlevé de la tête, on aurait pu penser que tu le fixerais un peu mieux. Je sais pas, c'est juste une idée, genre... Et aucun problème, tout mon état psychologique dépend de ce masque, et s'il tombe, je hurlerai comme un porc et je baisserai complètement la garde. Franchement, un mince élastique aurait suffi. Mais tu pensais sans aucun doute ne jamais te retrouver dans cette situation, pas vrai? Tout ça pour dire que tu as laissé un gamin désespéré, seul et sans surveillance, avec suffisamment de matos pour qu'il se fabrique un piège élaboré en plusieurs parties façon MacGyver. Sérieusement, mec, des restes de moquettes et un vieux téléphone cassé? J'ai une idée pour toi. La prochaine fois que tu érigeras un donjon de torture pour les petits chats, tu devrais peut-être faire l'effort supplémentaire de débarrasser la pièce de tout ce qui s'y trouve. Bien sûr, grâce à Finny, il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que, attrapeur, mon gars, tu as sérieusement merdé. Dans la maison vide, les policiers sont sur le point d'abandonner leurs recherches quand l'un d'entre eux remarque une porte cachée qui mène vers un sous-sol. Pendant ce temps, Finny utilise un des steaks maintenant décongelés du congélateur pour distraire le chien de l'attrapeur. Et il passe calmement devant la bête par la porte ouverte. Les policiers descendent au sous-sol et découvrent un sol en terre battue abritant plusieurs tombes peu profondes. Ils viennent de découvrir la dernière demeure des garçons disparus. Finny déverrouille le cadenas à combinaison de la porte d'entrée et quand il sort de la maison, il se retrouve avec des policiers partout. Gwen l'aperçoit depuis l'autre côté de la rue et elle court embrasser son frère. Il s'avère que l'attrapeur avait deux maisons juste en face l'une de l'autre dans la même rue. Dans l'une d'entre elles, il gardait ses victimes vivantes et dans l'autre, il cachait les corps. Quelque temps plus tard, le père de Finny et Gwen, bouleversé, arrive sur les lieux et demande pardon à ses enfants. Il a toujours essayé d'entraver leur connexion avec l'autre côté, mais en fin de compte, c'est la seule chose qui aura pu sauver son fils. À l'école, Finny fait parler de lui dans les couloirs. Il semble qu'il ait acquis une certaine influence en tant qu'enfant qui a neutralisé le célèbre attrapeur. Même ses anciens bourreaux l'observent avec admiration. Et il se rend en classe avec une toute nouvelle confiance. Dans la salle de sciences, il rougit en s'asseyant à côté de son binôme de laboratoire. Il semble que les choses s'améliorent enfin pour Finn. Il a réussi à survivre là où les autres ont été vaincus, en répondant aux appels du destin pour battre un tueur fou et en éveillant sa confiance en lui au passage. Et pour son bien, espérons qu'il n'aura plus jamais à répondre à un tel appel. Black Phone. Ce film est sorti de nulle part pour moi et c'était cool de voir Ethan Hawke jouer un méchant. J'ai vraiment aimé et je suis contente qu'on ait pu le couvrir sur la chaîne. Mais s'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!